Donc je vais corriger la question 6 du TP1. Je vois que dans le correctif, j'ai pas été méga bavard. On y va. Est-ce que je vous vois? Ok. Vous m'entendez bien? On démarre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 10 délégués de 10 différents pays, incluant l'Angleterre, l'Irlande, la Grèce et l'Allemagne. Donc on a 10 délégués. 1, 2, 3, jusqu'à 10, qui sont tous supposés être différents. Je pense que c'est ça que ça veut dire, différents pays. De combien de façons peut-on les aligner sans contrainte? Ça, c'est facile. Je ne sais pas si tu le vois que c'est facile. Je vais m'adresser toujours à la personne qui me pose la question, mais les autres peuvent aussi m'aider. Enfin, aider la personne que j'interroge. Zélie, est-ce que tu vois que c'est facile, le premier? Oui, donc on est d'accord. J'espère que tout le monde est d'accord. Sinon, vous criez, hein, si c'est pas facile. Mais ici, on a 10 places, 10 choses à mélanger. Et on sait que la factorielle, c'est la réponse à la question de combien de façons peut-on mélanger n objets différents. Donc ici, c'est juste 10 factoriel. Ça va pour tout le monde? Je suppose que oui. Alors le B est le plus rigolo, parce qu'on dit si l'anglais et l'irlandais exigent d'être côte à côte. Alors j'aime bien cet exercice, parce qu'il y a deux manières de faire en fait. Il y en a une toute pourrie et une qui est bonne. Alors là... Bonjour Mohamed, bienvenue. Oui, il était prévu. Comment est-ce que tu fais pour te balader sur Teams? Tu aimes la souffrance? Non, il est tout à fait prévu Pardon, les gens qui ne regardent que l'enregistrement, j'ai ici un commentaire de Mohamed qui demande si ce live est prévu. Oui, il est bien prévu. Il est renseigné depuis longtemps dans les TP. Tu es le bienvenu. Si tu veux rester, si tu veux pas rester, tu peux repartir. C'est comme tu le sens, c'est pas obligatoire. Il y aura un enregistrement de toute façon, donc tu pourras aussi accéder à l'enregistrement. J'ai perdu le chat. Ça va? Tu ne réagis pas. Ok. Alors donc pour le B, il y a deux façons de procéder. Il y en a une toute pourrie et une qui est bonne, mais la toute pourrie c'est la plus évidente et la bonne, il faut y penser quoi. Donc faisons d'abord la toute pourrie. En tout cas moi c'est ça que je ferai en début, c'est que je dirais si l'anglais et l'irlandais exigent d'être côte à côte, il faut un peu regarder où se trouve l'anglais et où se trouve l'irlandais. Imaginons que l'anglais ce soit A, donc A et I veulent être côte à côte. Si A est au début, alors je dois mettre I ici, et puis après j'ai 8 places. Et je pourrais aussi avoir I et A qui sont dans cet ordre-là. Et donc je vais avoir 8 factoriel fois 2 façons d'aligner mes gens de façon à ce que ce soit A et I au début. Tout le monde voit ça? Et j'aurai la même chose par symétrie. Si je mets A et I à la fin, j'aurai aussi 8 factoriel fois 2 façons de procéder. Et puis entre les deux, il faut compter quoi. Donc si jamais A est ici, et j'avoue que là, j'ai pas envie de faire ça comme ça. On va y arriver, hein, si on fait toute la liste de toutes les façons de placer A et I, on va y arriver, mais ça va être un peu long. Et en fait, il y a une façon... Non, peut-être pas A, c'est un mauvais choix de notation. 1. C'est tout pourri ça, le 1. Je vais écrire c'est pourri. Et le 2, il est plus malin, c'est-à-dire que en fait, si le A et le I veulent être ensemble, parce que c'est ça, le A et le I veulent être ensemble, être côte à côte, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que simplement, on les met déjà côte à côte, on en fait un seul bloc, AI,
Et puis on garde tous les autres. Donc on a 8 gars ici, 8 délégués, plus ce qu'on va traiter comme un seul délégué qui est le couple AI. Avec ceci, on a 9 délégués qu'on peut permuter, donc qu'on peut mélanger les uns avec les autres. Donc il y a 9 factoriels façons. Et puis après, il y a encore les permutations. Donc 9 factoriels façons de permuter les 8 délégués plus le couple. Et puis il y a encore 2 façons de permuter le couple. Parce qu'à chaque fois qu'on a une permutation avec AI, on peut avoir AI ou IA. Et donc ça donne quoi? Ça donne 9 factoriel fois 2 comme réponse. Est-ce que ça c'est clair? Ok. Alors nickel, on va voir si j'ai bien fait la question. J'ai écrit ces questions il y a très longtemps. Ah bah ça, je vais te laisser essayer Zélie. Si l'anglais, l'irlandais et le grec exigent d'être côte à côte, dis-moi ce que je dois... Oh, t'as peut-être pas envie de prendre la parole en fait. Je vais pas t'embêter, je vais le faire moi. Donc l'anglais, l'irlandais et le grec exigent d'être côte à côte. On les rassemble en un seul bloc. Il nous reste 7 personnes non spécialement liées. Ceux-ci sont rassemblés en un seul bloc. Ça nous fait donc 8 trucs à mélanger. Attends, donc ici dans le chat, j'ai pourquoi on obtient 2 réponses différentes. Tu veux dire entre ce que j'ai appelé 1 et ce que j'ai appelé 2, Alexis? Bah en fait non, on n'a pas 2 réponses différentes, c'est que là j'ai juste eu la flemme, j'ai pas terminé. J'ai pas fini. J'ai pas envie de faire ce calcul-là, c'est trop long, c'est pourri. Et donc immédiatement je pense à la méthode numéro 2, qui en fait elle est super simple. Je n'ai rien fait, j'obtiens quasiment en cadeau la réponse correcte. Zélie, exactement, t'as tout compris. Donc voilà, mon travail est fini. Il y a 8 factoriels façons de mélanger les 8, donc le 7 plus 1. Et puis il y a 3 factoriels façons de mélanger les gens A, I, G. C'est clair? Merveilleux. Et alors, je suppose que ma 4e question, ce sera une question où on compte l'opposé. C'est quoi la 4e? Si le grec et l'allemand refusent d'être côte à côte. Ben voilà. Pourquoi est-ce que j'ai mis le grec et l'allemand? Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'ils refusaient? Je pense que dans les nouvelles, à ce moment-là, il y avait un truc avec les grecs et les allemands. Donc si les grecs et l'allemand refusent d'être côte à côte, alors nombre de façons de permuter... Oui, c'est ça, c'est facile. Je te laisse, tu peux me dire ce que je dois faire? Est-ce que tu as une idée? Ou quelqu'un d'autre, hein. Personne? Vous m'abandonnez à mon triste sort? Donc ils refusent d'être côte à côte. Bah, si on regarde toutes les permis, vous me laissez vraiment tout seul. Exactement, on va faire une différence. Entre quoi et quoi? Merci Zélie. Personne? Merci Mohamed. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour la 4? Donc la 4, la question c'est de combien de manières peut-on aligner 10 délégués de 10 différents pays si le grec et l'allemand refusent d'être côte à côte? Et donc avec ce qu'on a fait avant, la réponse devrait être en fait assez facile. C'est ça, Victoria. On va utiliser des événements opposés. Quels événements opposés? Donc j'ai écrit le début. Nombre de permutations avec grec pas à côté, je sais pas comment on écrit ça. Grec pas à côté de l'allemand. Bah pas un moins, Lily, mais oui c'est ça, Zélie, t'as raison.
Exactement, c'est 10 factoriel. Donc en fait c'est le nombre de permutations totales moins le nombre de permutations. Vous n'avez jamais à relire ceci. Avec le grec et l'allemand côte à côte. Et donc ça c'est 10 factoriel. Et ça c'est 9 factoriel fois 2. Et c'est bien les bonnes réponses, merveilleux. Ça va, c'est clair? Exactement, Mohamed. Tout le monde est content? Merveilleux. Excusez-moi. Alors, next question, please. La 11. Ouf, c'est long ça. Donc, je vais espérer que mon mois passé a rédigé un correctif clair, parce que j'ai déjà pas envie de réfléchir. C'est trop long. Alors, question 11. Donc ça, c'était la question 6. Et maintenant, on passe à la question 11. Vous voyez que je gagne du temps là. La question 11. Je vais vite regarder mon correctif. J'ai rien mis. Merveilleux. Merveilleux. Donc, on va devoir tout lire. Des statistiques montrent que la probabilité qu'une personne du sexe masculin meure entre son 30e et son 31e anniversaire vaut 0.007. Je suppose que j'ai écrit ça quand j'avais 30 ans. Donc la probabilité de mourir, c'est 0.007. Ça va. Une compagnie d'assurance propose aux personnes de l'âge cible ci-dessus de contracter pour la modique prime de 250 € une assurance de 25 000 € valable 1 an à partir de leur 30e anniversaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on paye 250 €. On paye 250 €. On la reçoit, la compagnie d'assurance reçoit 1000 polices payées 250 €. Et tiens, c'est bizarre comme question. Je me demande ce qu'elle fait là, cette question. C'est plutôt une question qui devrait venir plus tard. C'est bizarre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, je vous ai perdu. Combien de personnes vont mourir sur les 1000? 0.007 fois... c'est nul cette question. Ok, je fais ça pas si bien que ça pour l'instant. Excusez-moi, je suis pas très clair. Donc on paye, ils reçoivent d'office ceci, et ils vont payer. Qu'est-ce qu'ils vont payer? Ils vont payer en moyenne, ils vont payer 25 000 € fois le nombre de morts. Pour l'instant, c'est clair? Et donc, ouais, c'est bien Inès, merci de m'avoir posé la question, parce que c'est vrai que je relis jamais en détail toutes les questions, et celle-là devrait pas être là, elle devrait être plus tard. C'est déjà pas une question intéressante, mais en plus elle est mal placée, parce que c'est plutôt un truc en lien avec la binomiale. Mais donc, en moyenne, combien est-ce qu'ils vont payer? Le nombre de morts, ce sera quoi? En moyenne, ce sera la probabilité que chacune des personnes meure fois le nombre de personnes qu'il y a. Ça va? Oui? Voilà. Et donc, le bénéfice, ce sera 250 fois 1000 moins 25 000. Le bénéfice moyen, ce sera 250 fois 1000 moins 25 000 fois 0.007 fois 1000. Voilà, c'est tout.
Ça te va? C'est ce que j'ai marqué dans mon correctif, donc tout va bien. Ah bah le bénéfice, c'est juste ce que tu reçois comme argent moins ce que tu as payé. Donc tu reçois ça et tu payes ça. Donc tu fais reçu moins payé. Non, non, c'est bien Inès, je veux dire, c'est bien de multiples niveaux, mais c'est surtout bien parce que cette question n'a rien à faire là. Et je m'en rendais pas compte et personne ne me l'a jamais dit. Donc ça c'est à bouger OTP sur les binomiales. Est-ce qu'on pourrait refaire la 1? La 1. Ah, c'est bien, parce que la 1 est une bonne préparation pour la compliquée de la fin, là. Je sais plus quel numéro. Ok, donc la 1. De combien de bannières peut-on choisir un président, un secrétaire, un trésorier dans un comité de 10 membres si les fonctions ne sont pas cumulables? Donc on a président, secrétaire, trésorier. On a 10 choix pour le président. On a 9 choix pour le secrétaire, avec une fois que le président est choisi. Il ne reste plus que 9 personnes. Et on a donc 8 choix pour le trésorier. Donc par l'axiome des multiplications, ça fait 10 fois 9 fois 8. Ça te va ça? Ça te va ça? Ok. C'est bien la réponse que j'ai mis? Oui. Et le deuxième, bah, toujours président, secrétaire, trésorier, sauf que chaque personne peut être à la fois... Enfin, il n'y a pas de... Les fonctions sont cumulables, on peut cumuler, donc on peut être à la fois président, secrétaire et trésorier, auquel cas il y a 10 choix pour le président, 10 choix pour le secrétaire, 10 choix pour le trésorier, donc 10 fois 10 fois 10. Ça te va? Donc petite... oui. Alors Mohamed, je te réponds après. Attendez, maintenant, il y a trois questions d'affilée, donc je vais faire la 20, la question de Mohamed, et puis la question de Zélie, la 19. Juste une petite remarque en passant. Vous remarquez que je ne calcule jamais mes réponses. Je ne simplifie même jamais. Je garde ça sous forme non simplifiée. Je vous conseille de faire ça aussi, en tout cas dans le cadre de mon examen, parce que ça simplifie la correction pour nous, parce qu'on voit d'où viennent les réponses. Et en plus, ça vous évite de faire des erreurs de calcul quand vous faites le calcul final. Je sais qu'en secondaire, on vous drille pour terminer vos calculs. Ici, vous n'êtes pas obligé. Alors la 20, on va la faire de toute façon. Je comptais la faire sur une vidéo séparée. Donc là, je la ferai peut-être à la fin, si ça te va. Parce que je comptais vous utiliser pour faire la vidéo de cette résolution. Alors, ça te va Laila? Donc, Inès, attends une seconde, je vais d'abord faire la question de Mohamed. Donc, qui dit quoi Mohamed? Il dit je ne comprends pas pourquoi on divise par k factoriel la formule de l'arrangement pour passer à la formule de combinaison. Ah, ça pourtant c'est facile. Donc c'est ça ta question. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que, comment on dit? CKN, ça compte le nombre de façons de choisir K objets différents parmi N. AKN, ça compte le nombre de façons d'arranger K objets parmi N.
Ça te va ça, Mohamed? Tu as les définitions claires? Ok. Mais pour arranger k parmi n, c'est quoi? Bah, il faut d'abord choisir k. Tu es choisi. Donc si tu as, voilà, t'as un certain nombre d'éléments, tu en as n ici, et tu veux en choisir k. Enfin, tu veux en arranger k, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, d'abord tu en choisis k, tu les mets en vert. Ici j'en ai choisi k. Ok. Et une fois que j'en ai choisi k, bah, c'est ce que j'ai fait en vert ici. Après, pour que ce soit un arrangement, et puis je dois les mélanger. Ça va, Mohamed? Tu vois ça? Donc pour faire un arrangement, j'en choisis puis je les mélange. Bah, si tu as compris ça, tu as tout compris. Parce que combien est-ce qu'il y a de façons de choisir k parmi n? Bah, c'est kn. Combien est-ce qu'il y a de façons de mélanger k parmi k? K factoriel. Tu comprends ça? Du coup, c'est fini. Du coup, CKN, c'est AKN divisé par K factoriel. C'est magique. C'est juste magique. Pourquoi je prends cet accent idiot, je ne sais pas. T'es content? Tu as l'air content, tu dis ah. Alors, je remonte dans le chat. Vous allez refaire une séance comme celle-ci pour le TP2 cette semaine? Oui, la semaine prochaine. Rendez-vous ici pour ceux qui veulent. On fera le TP2. On fera certaines questions du TP2. Il faut juste que je parte à je ne sais plus quelle heure parce que je dois récupérer des enfants qui, pour l'instant, font du foot et tout ça. Après, si on passe en confinement, ben, je serai tout le temps là. Plein de larmes et de désespoir. Alors, pouf, je remonte. Attends, il y avait la 19. Ah, Zélie, la 19, il n'y avait rien après. Oui, c'est ça. Donc la question 19. Je me souviens de celle-là, c'est pas moi qui l'ai écrite. C'est pas une question de moi, c'est une question de l'ancien cours. Paste. Voilà. Que pensez-vous des affirmations suivantes? Oh, mon correctif est nul. Je suis désolé. Que pensez-vous des affirmations suivantes? Dans une certaine population, les probabilités qu'un couple ait 0, 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants valent respectivement... Bah ça, je crois que c'est idiot. Est-ce que vous le voyez? Donc le A, Christine et Zélie. Est-ce que vous voyez pourquoi le A est en fait idiot? Il y a une grosse faille dans ce qui est écrit là. Donc, il y a vraiment pas? Ok. Donc c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 enfants. Non, rien à voir. Soit 3, soit plus grand ou égal à 4. Et on dit que la probabilité d'avoir 0, c'est 0,25. La probabilité d'avoir 1, c'est 0,40. La probabilité d'avoir 2, c'est 0,15. La probabilité d'avoir 3, c'est 0,06. Et la probabilité d'avoir 4, c'est 0,02. Bah... Non, ça, Mohamed, je crois pas que ce soit ça. Non, je crois pas que ça... Ça, c'est une question... Non, ça, j'y connais rien. Ça, je peux pas dire. Mais je suppose qu'il y a une faille. Et si on fait la somme de ces probas, ça fait combien? Donc ça fait... Oui, je le fais à la calculette. Je suis désolé. Ça fait pas 1, mais moi je me suis trompé, je crois. 0,25, 0,4, 0,15, 0,06, 0,02. Bah, j'ai 0,88. Et 0,88, bah ça marche pas. Parce que la proba totale doit faire 1. Donc c'est vraiment plus bête encore que ce que vous pouviez imaginer. Donc c'est l'axiome 1 de la définition du proba. La proba totale doit faire 1. Ça vous va? Je crois qu'ils sont tous comme ça. Hein. Mon souvenir, c'est qu'ils sont tous un peu décevants. Alors le B, dans ce test,
Dans ce test, la probabilité de répondre correctement à la première question est 0,25 et la probabilité de répondre correctement aux deux premières questions vaut 0,40. Bizarre. Donc la probabilité de répondre correctement à la première question, je vais mettre ça C1, c'est 0,25. Et ah oui, je vois. Et après, de répondre correctement aux deux premières questions. Ah, ça c'est chouette ça. Ça c'est chouette par contre. Est-ce que vous voyez la faille? C'est une chouette question. Non, 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 Mohamed, il n'y a pas de. Non, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Non, c'est plus simple que ça. Je vais vous faire un petit dessin. Oui, Zélie, exactement. C1, c'est un événement. Oublions que ça parle de test ou quoi que ce soit. C1, c'est un événement. Et C2, c'est un autre événement. Et on prend l'intersection des deux. C1 et C2, c'est ça. C1 et C2, c'est ça. C1, c'est ça. Bah, quoi qu'il arrive, on ne sait pas ce qu'ils valent, hein, on n'en sait rien. Mais il faut que C1 et C2, comme C1 et C2 est inclus à C1, bah, il faut que la probabilité de C1 et C2 soit plus petite que la probabilité de C1. Ce qui n'est pas le cas. Victoria, tu dis la proba de répondre à la première question n'est pas à 0,5. Ça dépend de la question. Si c'est une question à choix multiple avec 4 réponses différentes, ça peut être 0,25. Donc ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. La seule chose sur laquelle on a un contrôle, c'est qu'on sait que si jamais on travaille avec des probas, ceci doit être plus grand que ça. Et ça, c'est pas le cas. Donc c'est pas possible ce qui est ici. On a moins de chances de répondre correctement. En français, en fait, c'est peut-être plus simple en français. On ne peut qu'avoir moins de chances de répondre correctement aux deux premières questions qu'à la première. Ça vous va? Merveilleux. Et le C, est-ce qu'il est bien le C? Dans cette caisse 2, la probabilité qu'il y ait exactement deux. Donc dans cette caisse 2, la probabilité qu'il y ait exactement 2 œufs cassés vaut 0,25. Et la probabilité qu'il y en ait au moins un de cassé. Donc probabilité que le nombre de cassés soit égal à 2, c'est 0,25. Et la probabilité qu'il y en ait au moins un de cassé, je suppose qu'au moins 1 c'est plus grand ou égal à 1, c'est 0,2. Ouais, mais ça va pas non plus. Vous le voyez? Je vous laisse réfléchir. Si vous avez compris le B, vous avez compris le C. Bah, je vous laisse chercher. Personne n'a une idée? Vas-y Inès, explique si tu sais le faire par chat ou tu peux prendre la parole hein, si tu veux. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez? Ok. C'est aussi comme le B, avec, enfin, il y a plus de chances normalement.
d'en avoir un de cassé que deux? Il y en a plus de chances d'en avoir au moins un de cassé que exactement deux. Exactement. Ok. Merci. C'est exactement ça. Je sais pas si vous voyez ce qu'elle a dit. C'est ceci, ça doit être plus grand que ceci. Non, Mohamed, c'est pas exactement ça, parce qu'ici, ce ne sont pas des événements complémentaires, hein. N égale 2 ou n plus grand ou égal à 1. Ce ne sont pas des événements complémentaires. On ne sait pas combien 2 il y a dans la caisse. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la probabilité que n soit plus grand ou égal à 1, c'est en fait égal à la probabilité que n soit égal à 1, plus la probabilité que n soit égal à 2, plus la probabilité que n soit plus grand ou égal à 3. Et donc, nécessairement, ça devrait être plus grand. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est pas possible. Je vous sens moins enthousiaste là. C'est pas clair? Ok. Alors, si je reviens au-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait comme question après? La 13. La 13. La 13. À nouveau, le correctif est pas merveilleux. Les probabilités. Ah, zut, pardon. La 13. On y va. Attendez, parce qu'il y a mon téléphone qui. Les probabilités qu'il y ait 0, 1, 2, 3 ou plus de 3 clients dans la file à la caisse d'un supermarché à un instant pris au hasard valent respectivement 0, 1, 0, 4. Donc là, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait bien 1. Quelle est la probabilité qu'il y ait dans la file à un instant donné un nombre de clients compris entre 1 et 3 inclus? Bon, ça c'est facile. Donc on a, on a 0, 1, 2, 3 ou plus grand ou égal à 3. 0 c'est 0.1, 1 c'est 0.4, 0.2, 0.1, 0.2. Exactement là, avec un tableau, ça aide. Voilà, j'ai fait le tableau. Et on a fini, parce qu'on vous demande quoi? On vous demande la probabilité qu'il y ait entre 1 et 3. Donc on vous demande la probabilité qu'il y ait entre 1 et 3, ben ça va simplement être la somme de ces trois-ci. Donc la réponse c'est 0,4 plus 0,2 plus 0,1, ça fait 0,7. Ça va? Next question. Mohamed, c'est pas un détail du tout, et en principe, je fais toujours attention à ça. Si jamais j'y fais pas attention à l'examen, c'est que ma question est mal formulée. Vous avez tout à fait le droit de ne pas y répondre. Ici, j'ai mis le mot compris. Et donc comme c'est compris, bah, c'est de 1 jusqu'à 3. Ah, et pardon, c'est pas ça que tu voulais dire. Oui, non, tu as tout à fait raison. Ici, c'est strictement plus grand. Pardon, excuse-moi, j'avais mal compris ta question. Oui, tu as tout à fait raison. C'est pas non plus un détail et je m'étais trompé. Merci beaucoup. La 17. La 17. Supposons que la probabilité qu'un couple mette au monde un garçon est la même que celle qui met au monde une fille. Donc ça dit quoi? Ça dit que la probabilité de garçon, c'est la même chose que la probabilité de fille, et donc c'est un demi.
Combien d'enfants un couple doit-il décider d'avoir pour rendre la probabilité de naissance d'au moins un garçon supérieure à 0,9? Donc, appelons ça A. Il faut que la probabilité d'avoir au moins un garçon, donc soit n le nombre de garçons, la probabilité que n soit plus grand ou égal à 1 doit être plus grande ou égale à 0,9. Tout le monde comprend la mise en équation? Ok. Alors, la probabilité que n soit plus grand ou égal à 1, c'est compliqué, mais c'est égal à 1 moins la probabilité que n est égal à 0. Comment est-ce qu'on pense à ça? Souvent, dès qu'il y a un plus grand ou égal, on pense à faire 1 moins parce que les questions sont ainsi faites pour que ça marche bien. Et la probabilité que ça fasse 0, c'est 1 moins la probabilité d'avoir que des filles. Et donc ça dépend du nombre de filles qu'on a fait. Donc ça va être 1 demi fois 1 demi fois 1 demi k fois. Parce que si on a fait k enfants. Ça vous va? Et donc il faut quoi? Il faut que 1 moins 1 demi à la puissance k soit plus grand ou égal à 0,9. Ce qui est équivalent à demander que 0,1 soit plus grand ou égal à 1 demi à la puissance k. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je suggère qu'on pourrait passer par des logarithmes et tout ça. Vous connaissez bien, hein, mais j'ai un peu la flemme. C'est facile, hein, dire si k vaut 1, on est à 1 demi. Si k vaut 2, donc 1 demi c'est plus grand que 0,1. Si k vaut 2, on est à 1 quart. Si k vaut 3, on a 1 huitième. 1 huitième c'est 0,125. Et si k vaut 4, on est à 1 16e. Et 1 16e c'est plus petit. Donc ça va être k égale 4. C'est une loi binomiale déguisée. Oui. Oui, si tu veux. Tu peux insister, ça me dérange pas. Oui, c'est une loi binomiale déguisée, mais c'est pas pertinent ici. Je veux dire, on peut le faire sans utiliser quoi que ce soit sur la binomiale. Mais effectivement, si tu connais la binomiale, ça va plus vite. Tout le monde a compris ceci? Ok. Alors le B, supposons maintenant qu'un couple a 6 filles et que madame soit enceinte du 7e. Ah, c'est merveilleux ça. J'aime beaucoup. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Qu'est-ce que vous croyez? Il y a 6 filles avant. Exactement, Christine. Il y a 6 filles avant et puis un bébé dans le ventre de maman. La probabilité que ce soit un garçon ou une fille n'est pas du tout influencée par ce qui s'est passé avant, donc c'est juste un demi. Ok pour tout le monde? Oui. Exactement, là, la probabilité ne change pas. Next question, la 18. Parmi les 400 billets d'une tombola, il y a 4 numéros gagnants. Ok, donc la probabilité de gagner, c'est 4 sur
400. Je prends les devants sur ta question, Mohamed. Oui, oui, c'est une binomiale de nouveau. Tu as raison, d'avance. Je te dis que tu as raison. Donc, si quelqu'un achète 10 billets, quelle est sa chance d'obtenir au moins un prix? Ben oui, donc soit n le nombre de prix. Alors pour ceux qui auraient déjà vu, c'est quoi? C'est en fait c'est une binomiale qui va de paramètres n 4 sur 100 où n c'est le nombre de billets achetés. Acheter. Tu n'es pas d'accord? Ah non mais t'as raison. Non, c'est vrai en plus. C'est vrai, t'as raison. Pour une fois que je suis d'accord avec toi, en fait non, j'ai faux. Oui, c'est pas mignon parce que c'est pas à chaque fois, on n'a pas à chaque fois la même chance. Bien vu. Donc en fait c'est plus... Je sais pas si c'est plus compliqué ou plus simple. Si quelqu'un achète 10 billets, quelle est sa chance d'obtenir au moins un prix? Je sais pas si vous voyez, en fait l'ennui c'est qu'il n'y a que 4 billets gagnants dans le lot. Donc on a 400 billets, comme ça ici, et il n'y en a que 4 qui sont gagnants. Donc une fois qu'on les a retirés, une fois que les 4 prix sont gagnés, les 4 billets gagnants sont tirés, il n'y a plus aucune chance de gagner. Alors quelle est la probabilité d'obtenir au moins un prix? C'est 1 moins la probabilité d'avoir aucun prix. Ah, et ça c'est facile. Et la probabilité d'avoir 0 prix, c'est quoi? C'est la probabilité de tirer. Donc on peut choisir, il faut choisir parmi les billets perdants. Les billets perdants, je vais les mettre en gris. C'est-à-dire qu'on a choisi que des billets perdants et on divise ça par le nombre de façons qu'il a choisi des billets. Et donc ça c'est cas favorable sur cas possible. Est-ce que vous voyez ceci? Oui. Alors, combien est-ce qu'il y a de façons de choisir des billets? Ça c'est facile. L'ordre ne compte pas, donc on choisit C 10 400. Et combien est-ce qu'il y a de façons de choisir que des billets perdants? Il faut en choisir 10 parmi tous les billets perdants, donc 396. Et voilà. Vous voyez ça? Nickel. Et ça vaut quelque chose, mais je ne sais pas ce que ça vaut et j'ai pas l'énergie de le calculer. Dans le correctif peut-être. Dans le correctif, ça vaut. En fait, on s'en fout de la valeur. Alors le B c'est quoi? Cette tombola a lieu chaque semaine. Si on achète chaque fois un billet, pendant combien de semaines doit-on persévérer pour avoir plus de 50% de chances de gagner au moins une fois? Donc ça maintenant. Là, si on laisse comme ça l'examen, c'est bon? Oui, oui. Ah oui, moi je préfère à fond. Si vous laissez comme ça va plus vite pour moi de corriger, parce que je vois tout de suite qui vient d'où et je vois les fautes plus rapidement, ou le fait que c'est juste plus rapidement. Si vous calculez numériquement, c'est embêtant, parce que si vous faites une petite faute, je vais aller chercher d'où vient votre faute. Alors pour le B, par contre, c'est bien binomial, parce que là, pour le B, on rejoue toutes les semaines, et chaque fois, on a 4 chances sur 100 de gagner. Là, j'ai raison, Mohamed? Quel enthousiasme. Si on achète chaque fois un billet, pendant combien de semaines doit-on persévérer? Donc soit n le
comment on va faire ça. Comment on va faire la probabilité de gagner au moins une fois en n semaines, bah, c'est 1 moins la probabilité de perdre toutes les semaines. Oh, j'écris trop mal. Et donc c'est quoi? Bah, c'est 1 moins, bah, on a 396 chances sur 100 de perdre, sur 400 pardon, de perdre à chaque fois. Et donc si on fait ça toutes les semaines, on utilise l'indépendance pour dire que c'est 396 sur 400 à la puissance n, si on a répété ça toutes les semaines. Et donc ça, il faut que ce soit plus grand ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on avait dit 5. Oui. Et donc c'est équivalent à demander qu'on trouve n tel que 396 sur 400 à la puissance n soit plus petit que 0,5. Et là, bah, de nouveau, je propose de taper des valeurs plutôt que de faire des logarithmes. Parce que même le logarithme, on ne sait pas les faire à la main. Quoique, à l'examen, allez, je vais peut-être vous donner un petit tuyau. Qu'est-ce que je pourrais vous faire à l'examen? Ben, je pourrais vous forcer quand même. Pardon, est-ce que jusqu'ici vous avez compris? Ok. Et donc sans calculette, on ne sait pas vraiment aller plus loin. Là, c'est foutu. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est avec une calculette de taper des valeurs. Quand vous tapez n égale 10, vous voyez ce que ça donne. Puis vous tapez n égale 1000, vous voyez ce que ça donne. Et puis vous ajustez. Mais on pourrait aussi le faire plus intelligemment en passant en logarithme. Donc, je suppose que vous connaissez vos logarithmes. Vous connaissez vos logarithmes? Vous connaissez les formules, vous savez que vous connaissez les manipulations des logarithmes? Of course, bah pas toujours, hein, pas toujours. Donc ici on passe log en base 10 par exemple. Donc on a ceci. Et à l'examen, je pourrais par exemple vous dire bah, que log en base 10 de 396, je sais pas combien ça vaut. Je pourrais vous dire que log en base 10 de 396 c'est 2,6, que log en base 10 de 400, oui c'est aussi 2,6, donc c'est 2,59. Et je pourrais vous dire que log en base 10 de 400 c'est 2,6 et log de 2 c'est 0,3. 0,330. Donc je pourrais par exemple vous donner ceci comme information et puis vous demander d'utiliser ces informations pour déduire une valeur approchée de n. Et ça c'est pas compliqué parce que ceci ça vaut en fait log de 1,5 et donc ça vaut moins log de 2. Et donc on aurait que n fois 2,59 moins 2,6 devrait être plus petit que moins 0,3. Et donc ça voudrait dire que n devrait être plus grand que 0,3 sur 0,1. Ce qui ferait 3. Oui, c'est quand même très très faux. Ouais. C'est pas merveilleux ce que je viens de faire. Mais je pourrais vous demander un truc pareil. En fait, en vrai, la réponse est... si je regarde le correctif, la réponse est que n devrait être plus grand que 69. Donc, c'est pas top. Je ferai ça mieux à l'examen. Je ferai en sorte pour que les valeurs tombent juste. Ici, j'ai fait des approximations beaucoup trop sauvages. Antigona. Est-ce qu'on n'aura pas la calculatrice à l'examen? Non. Enfin, si on fait examen de façon confinée, vous aurez la calculatrice. Sinon, en vrai, si jamais on fait l'examen surveillé, non, vous n'aurez pas la calculatrice. Mais toutes les questions seront faisables à la main sans calculatrice. On peut faire le 20. Le 20, je comptais terminer par le 20.
S'il n'y a plus d'autres questions, on passe au 20. Mais donc je ferme la vidéo, j'en recommence une autre. Oui, vas-y Christine. Vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, il y a une question. Vous voyez, pour le 18, enfin, celui qu'on vient de faire. Oui. En fait, moi, j'ai juste un problème. En fait, je me demande tout le temps, c'est quand que je dois utiliser le un moins la probabilité de l'inverse, ou je dois utiliser la probabilité de l'événement, en fait. Je sais pas si c'est clair. C'est tout à fait clair. Ça dépend du contexte. Donc Parce qu'en fait, j'ai un peu de mal. Enfin, ben, ça- c'est un peu à l'intuition. Je veux dire, les questions qu'on pose aux examens ou dans les exercices sont toujours un peu pareilles. Euh, Tu vois, je vais jamais te demander un événement compliqué du style quelle est la probabilité que n soit égal à 2, 3 ou 6. Parce que dans ce cas-là, dans ce cas-là, le contraire il est pas beau non plus. Et donc, en général, on formule les questions pour qu'une des versions, donc soit de l'événement en tant que tel, soit de son complémentaire, est facile à calculer. Ah, donc, je dois juste regarder c'est lequel est le plus facile et. C'est ça. Et donc, là, c'est ça. En général, quand tu vois un au moins ou un au plus, c'est parce qu'en fait, on s'arrange pour que le complémentaire soit facile à calculer. Ok. Mais Et dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Mais dans les examens et dans les cours de maths, les exercices de maths, ça marche comme ça. Dans la vraie vie, c'est vraiment à toi de te débrouiller en fonction de ce que tu sais faire. ok, d'accord. Et pour les inverses, par exemple, l'inverse de A inter B, etc., c'est dans la théorie ou parce qu'en fait, j'ai un peu de mal aussi à ça. Enfin, c'est plus par rapport au TP2, je pense. Mais par exemple, si on me demande l'inverse de A sachant B, etc., j'ai un peu de mal pour Bah le ça, trouver. alors, on fera peut-être au TP2. Ok, Ça d'accord, pas de va? problème. Comme ça, Ouais. on reste focalisé sur celui-ci. Sinon, on va mélanger, ce sera difficile de retrouver les choses. Mais donc, de manière générale, c'est un peu à toi de développer ton feeling. Mm. Tu testes, quoi. Tu vois la question qui est posée, tu regardes ce machin-ci, tu te dis, est-ce que je sais calculer ça facilement? Ben non. Si Mm. j'arrive pas à le faire. Puis tu regardes le complémentaire, donc pas l'inverse, hein, le complémentaire. Tu dis, est-ce que je sais calculer la Ah, probabilité de zéro prix? Ah bah oui. Et puis tu y vas. ok, d'accord. Merci. C'est un peu nul, mais c'est comme ça. Ouais. C'est au feeling. Merci. Alors, Victoria, tu demandes le C du 14. C'est quoi le C du 14? Je regarde le correctif là, ça sert à rien. Si ça te va, je vais le faire en entier. Euh, ça sert à rien. J'efface. Donc, le 14. À l'occasion d'une étude sur le comportement, 12 souris comprenant 4 mâles et 8 femelles sont enfermées dans une cage d'où elles ne peuvent sortir qu'une à une sans possibilité de retour. On a une cage, on a 12 souris, 4 femelles, 8 mâles. Ok. Elles peuvent sortir, mais une à une. Ok, je vois. Donc le A est facile, qui est la probabilité que la première souris qui sort est une femelle. Euh, bah, il y a 8 femelles, donc 800 sur 12. Oui, le correctif, on est d'accord. Le B, parmi les deux premières souris sorties, il n'y a qu'une seule femelle. Euh, donc, bah, soit, c'est ça. Donc ici, il faut peut-être faire un arbre ou utiliser la loi des probabilités totales. On a que soit la première souris qui sort est une femelle, soit la première souris qui sort est un mâle, et alors la deuxième souris est alors soit une femelle, soit elle est un mâle, soit une femelle, soit elle est un mâle. Vous me corrigez si je dis une bêtise. Pour avoir qu'une seule femelle parmi les deux premières souris qui sortent, c'est soit de cette branche-ci, soit de cette branche-là.
Et donc, ça va être quoi? Ça va être, si c'est une femelle qui sort en premier, donc c'est 8 chances sur 12. Et puis il faut que ce soit un mâle, donc 4 chances sur 11. Ou alors, si c'est un mâle qui sort en premier, c'est 4 chances sur 12 fois 8 chances sur 11. On est d'accord? Ok. Et le C, mais pardon, en fait, ta question c'était le C. Parmi les 6 premières souris, oui, parmi les 6 premières souris sorties, il y a 3 mâles et 3 femelles. Ok. Alors là, qu'est-ce qui est. Ben, on va pas faire l'arbre, ça va être beaucoup, beaucoup trop long. Euh, Donc ça rejoint un peu ta question, Christine. C'est pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire l'arbre ici? Il n'y a pas spécialement de raison. C'est juste que j'ai commencé par faire un arbre et puis je me suis rendu compte que ça marchait. Et donc j'ai continué et j'ai trouvé la réponse. Ici, j'ai pas du tout envie de faire un arbre parce que j'ai pas envie de mettre toutes les branches, quoi. Ça va être beaucoup trop monstrueux. Et donc, je peux regarder le complémentaire, mais le complémentaire, il n'est pas joli non plus. Et donc, là, vous vous dites, en fait, je suis un gentil, donc les questions que je vous pose sont des questions que vous savez résoudre. Euh, B. Attends, Mohamed, tu demandes, on peut pas faire des probabilités. Oui, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai fait des probabilités conditionnelles. Ça, c'est la probabilité d'avoir un mâle, sachant que la première est une femelle. Et ça, c'est la probabilité d'avoir une femelle, sachant que la première est un mâle. Oups. Donc j'ai fait des probas conditionnelles. Pour le C, on pourrait faire des probas conditionnelles, mais ça va être vraiment, vraiment très, très, très lourd. Donc on va peut-être essayer de calculer directement. Parmi les 6 premières souris sorties, il y a combien? On va faire cas favorable. En fait, toutes les issues sont possibles. À la fin, on a 6 souris. À la fin, on a 6 souris qui sont sorties. Et toutes les issues sont équiprobables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes les issues sont possibles. On pourrait avoir eu 4 mâles et 2 femelles, comme 2 mâles et 4 femelles, comme un mâle, et etc., etc., etc. Et donc il y a combien de façons de choisir 6 souris parmi 12? Il y en a C, 6, 12. C'est le nombre de cas possibles. Toutes les issues possibles, c'est juste le nombre de façons qu'il y a de choisir 6 parmi 12. On ne demande pas de regarder l'ordre dans lequel elles sont sorties, nos petites souris. Et il y a combien de combinaisons dans lesquelles il y a 3 mâles et 3 femelles? On choisit 3 mâles parmi les 4 possibles et on choisit 3 femelles parmi les 6 possibles. Et donc ça fait... enfin, pas parmi les 6, parmi les 8 possibles, pardon. Et donc ça fait ça. Ça va? Et en fait, on pourrait faire celui-ci de la même façon. Donc pour avoir... il y a combien de façons qu'il y a de choisir 2 parmi 12? Ça fait C2, 12. Et combien de façons il n'y a qu'une seule femelle? C'est qu'on a eu une femelle et un mâle, donc on en choisit un parmi 4 et on en choisit un parmi 8. Et alors l'espoir, c'est que ça fasse la même chose. J'ai pas envie de le calculer à la main, donc je vais le calculer à la machine. Donc je fais vite le calcul pour voir que ça fait effectivement bien la même chose et que je ne me suis pas trompé. Je suis jamais très à l'aise avec ces questions. J'avoue. Voilà, ça fait ça. Et si je fais ça... Yay! Voilà. Et donc ceci illustre quelque chose, c'est qu'en général je ne calcule pas les valeurs finales,
Sauf quand ça me semble utile. Ici, ça me semble utile de calculer la valeur finale pour permettre de vérifier qu'on avait bien la même chose dans les deux façons. Ça va, vous êtes content avec ça? Ah, pardon Christine, j'avais pas vu ta question. Là et là non plus. Pourquoi 3? Alors, pourquoi 3? Bah 3 parce que c'est dans la question, non? 3 mâles, 3 femelles? Ah oui, donc après tu dis, ah non, c'est bon. Pardon. Christine, dans le A, l'ordre compte. Dans le A, l'ordre compte. Bah, oui et non. Non, enfin, c'est-à-dire, t'as une souris qui sort, qui a la probabilité que ce soit une femelle, bah t'as 12 candidats possibles et t'en as que 8 qui sont femelles. Donc ça fait 8 sur 12. Dans le B, l'ordre. Oui, dans le B, l'ordre. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que pour calculer ce que j'ai mis en orange, tu as besoin de savoir ce qu'il y a en vert. Et la probabilité que le deuxième soit un mâle, ça dépend de est-ce que le premier est une femelle ou un mâle. Ça va? Ok, bon alors on va faire la 20. Je coupe la vidéo et j'en recommence une autre. Elle est où ma vidéo? Et j'arrête la vidéo.